Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Nous savons tous que la musique adoucit les mœurs et nous allons voir aujourd'hui que la musique peut être un allié très précieux en médecine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Groussard. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, vous êtes maître de conférences à l'Université de Caen. Et Hervé Platel, bonjour, vous êtes professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen. Vous travaillez d'ailleurs aussi tous les deux dans un centre qui s'appelle Cicéron, je crois. Un centre de neuroimagerie. À l'INSERM, unité 1077 même. Voilà, merci. Donc des recherches sur le cerveau et la musique. Absolument. Alors pour commencer, on sait depuis longtemps que la musique apaise, fait du bien. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait sur la santé en général ? Et puis après, ça a été repris de différentes manières. Donc, on sait que la musique peut nous aider à être plus zen, plus relaxé, mais aussi que la musique peut nous stimuler. Puisque aujourd'hui, si on écoute de la musique dans le métro, c'est certainement pas pour s'endormir, mais aussi pour se booster, notamment le matin, pour aller au travail. Mais on a tous entendu parler et vu la musicothérapie à l'hôpital. Donc là, l'idée, c'est quoi à l'hôpital ? Alors à l'hôpital, ça a été essentiellement pour réduire la douleur, pour aider à la relaxation des patients. Et on sait que si c'est bien fait, eh bien on peut baisser les médicaments antidouleurs dans le cadre de soins palliatifs, par exemple, de 40% chez des patients, simplement avec des séances de musicothérapie. Ça a été aussi beaucoup utilisé, notamment dans les anesthésies, où on mettait des casques. Justement, ça ralentit la fréquence cardiaque, ça augmente, ça diminue les douleurs, ça apaise. Donc tout ça, c'est connu depuis longtemps. C'est connu et ça a été effectivement étudié à partir des indices comme les battements du cœur, la tension artérielle, etc., des indices de relaxation classiques. Mais la nouveauté, c'est l'imagerie qu'il a apportée. Voilà. Alors, dites-moi, que fait la musique sur notre cerveau ? Eh bien, beaucoup de choses, et que l'on soit musicien ou non musicien d'ailleurs. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant d'en parler au niveau du grand public, parce que souvent on se dit « Ah bah oui, mais la musique, pour le cerveau, ça n'a d'intérêt que pour les gens qui ont fait des études de musique. » Et c'est pas vrai du tout. Et l'écoute de la musique, on a de plus en plus d'évidences, de preuves qui montrent que ça modifie notre cerveau, ça modifie notre cerveau dans la manière de fonctionner de ce cerveau, et ça modifie notre cerveau même au niveau de sa structure, c'est-à-dire le nombre de neurones, la connectivité du cerveau. C'est tout à fait étonnant, mais ça modifie notre cerveau profondément. Par exemple, je n'ai jamais écouté de musique. J'ai un âge certain. Je me mets à en écouter. Ça va changer quoi dans mon cerveau ? Alors, justement, la plupart des études sont faites chez l'enfant et chez le jeune adulte. Mais on manque d'études chez le sujet avec un cerveau vieillissant. Il y a quelques études qui commencent à montrer que l'écoute de musique, lorsqu'on vieillit, pourrait aider notre cerveau à mieux vieillir et pourrait aider notre cerveau à se défendre contre les agressions extérieures et contre les maladies. Alors, on va quand même revenir en arrière. Vous m'avez dit, peu importe qu'on soit musicien ou qu'on soit écoutant. Oui. C'est quand même pas la même chose. J'imagine que celui qui apprend tout petit à jouer dans un instrument, il y a une espèce de rigueur, de mémorisation. Oui. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu tout de même. Tout à fait. Il est clair que... On a même dit à un moment que ça rendait plus intelligent. Oui, alors, plus intelligent, c'est sans doute excessif. En tout cas, ça aide les enfants à pouvoir stimuler des opérations intellectuelles qu'ils vont utiliser dans les apprentissages scolaires, comme la mémoire immédiate, par exemple, ou l'attention. Donc, il y a des travaux qui montrent effectivement que l'écoute régulière et la pratique de musique va avoir un impact fort. Alors, est-ce que c'est la pratique de la musique qui est plus forte, évidemment, que l'écoute ? On est bien d'accord. Mais... malgré tout, l'écoute, la simple écoute, est quand même très puissante. Et c'est ça qui est quand même assez surprenant. Je voudrais qu'on arrive, Mathilde, aux maladies neurodégénératives. Donc, vous travaillez, vous, essentiellement là-dessus à Cicéron, à Caen, pardon. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué en imagerie et sur quel type de pathologie ? Je crois que vous avez travaillé sur Alzheimer, sur Parkinson et les AVC. Enfin, il y a eu des travaux dans ces trois domaines. Donc, sur ces maladies neurodégénératives, on observe quoi ?
Alors nous, précisément à Caen, on s'est intéressé aux patients Alzheimer et ça, c'est issu d'observations cliniques. Au départ, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables d'apprendre de nouvelles choses et notamment d'apprendre de nouvelles chansons, de nouvelles musiques. Et ce qui a permis de montrer qu'ils conservaient, malgré un stade assez avancé de leur maladie, des capacités préservées d'apprentissage pour la musique, mais également pour d'autres types de matériel, comme des peintures par exemple, et malgré des troubles, ce qu'on appelle de mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment amnésiques, ils ne sont pas capables de se souvenir si je viens dans la pièce leur dire bonjour et que je repars 5 minutes après, je reviens. Et alors pourquoi la musique, oui? C'est un petit peu ce qu'on essaye de comprendre à partir des travaux. Et si vous arrivez en chantant, ils se souviendront que vous êtes venu? Peut-être. Non. En tout cas, ils peuvent se souvenir de moi et de mon visage, ça c'est sûr, on le voit, les soignants le voient au quotidien. Il y a une familiarité qui s'instaure par l'exposition et la répétition du matériel et de moi-même, par exemple, si j'y vais régulièrement, ils vont savoir qu'ils m'ont déjà rencontré, mais par contre, ils vont pas être capables de savoir que je m'appelle Mathilde. Mais donc, ce qui pourrait expliquer pour la musique, si on revient à cet aspect-là, nous, on a fait des travaux en imagerie et on a pu observer une différence entre les régions cérébrales qui sont impliquées lorsqu'on fait appel à notre mémoire pour le langage et lorsqu'on fait appel à notre mémoire pour la musique. Donc ce sont d'autres zones qui sont impliquées? Voilà, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a des régions qui sont communes, mais il y a aussi des régions qui sont distinctes, c'est-à-dire qui seraient plus spécifiques à la mémoire pour le verbal, le langage, et d'autres plus spécifiques pour la musique. Or, dans la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt la zone du langage, une zone plus précise, plus localisée, qui est atteinte. C'est ce qui semble émerger, c'est que ce sont d'abord les régions impliquées dans la mémoire pour le langage qui sont touchées par la maladie, alors que les régions qui sont sollicitées lorsqu'on fait appel à notre mémoire pour la musique, qui sont, elles, beaucoup plus vastes, impliquent des régions dans les 2 hémisphères cérébraux, semblent préserver plus longtemps, ce qui expliquerait que les patients pourraient avoir des capacités préservées d'apprentissage pour la musique et également des connaissances, par exemple, se souviennent très bien des chansons anciennes, mais ce que nous, on trouve encore plus intéressant, c'est qu'ils sont même capables d'apprendre des nouvelles chansons. D'ailleurs, vous l'avez testé donc à Caen, et ce que j'ai trouvé remarquable ce que vous avez fait, parce qu'on sait tous que c'est très difficile de rentrer dans un tunnel en imagerie, et à Caen, vous préparez les gens, les personnes âgées à ces examens. On va regarder un petit extrait que je vous laisse commenter, qui nous a été gentiment prêté par ABB Productions. C'est dans le cadre de petits films sur Alzheimer, les Allegro d'Alzheimer. Et on regarde et je vous laisse commencer les images. Alors en fait, c'est un protocole qu'on réalise actuellement, donc une recherche qu'on réalise pour essayer de comprendre quelles sont les régions justement du cerveau qui sont utilisées par les patients lorsqu'ils apprennent de nouvelles choses. Et comme il faut passer un examen IRM, on les familiarise à cet environnement en les mettant dans cette petite tente en situation. Donc vous avez vu avec le casque, une petite antenne, avant d'arriver vraiment au centre de neuroimagerie pour faire l'examen le jour J, où on va leur faire écouter des chansons qu'on leur a présentées, qu'ils viennent d'apprendre par rapport à des choses qu'ils n'ont jamais entendues ou des choses qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et effectivement, la réussite de ce projet et de cette recherche était un peu un défi parce que jusqu'à présent, aucun patient Alzheimer à un stade modéré à sévère, donc qui sont souvent dans des structures, dans des types établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sont allés réaliser un examen IRM parce que, comme vous le savez, il faut rester allongé, sans bouger dans l'IRM. Il y a beaucoup de bruit, voilà. Et c'est pas évident pour eux. Évidemment, ils oublient qu'il faut rester allongé sans bouger. Donc l'avantage de ce petit dispositif qu'on a mis en place, qui est assez amusant, qui les amuse d'ailleurs beaucoup, c'est de voir s'ils sont capables de rester allongés comme ça, sans bouger. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment ils réagissent quand ils entendent des chansons, et notamment quand c'est des chansons qu'ils connaissent. Parce que dans l'IRM, il ne faut pas qu'ils chantent. Donc on les familiarise aussi au fait, les habitue au fait qu'il ne faut pas qu'ils chantent quand ils entendent quelque chose qu'ils connaissent bien et qu'ils ont envie de chanter, ni qu'ils bougent les bras, parce que c'est entraînant et souvent c'est une réaction naturelle. Souvent aussi, il y a une motricité. Je voudrais qu'on revienne, quand on entend ça quand même, on pourrait se dire, peut-on prévenir ces maladies de la mémoire en travaillant tôt
de la musique, en écoutant de la musique régulièrement? Peut-on le faire? Peut-on déjà parler de prévention? Alors, de prévention avec modestie, c'est-à-dire que là, il nous faut plus d'études contrôlées pour être capable de dire oui, en suivant, et c'est ce qu'on a l'ambition de faire aussi à Caen, en suivant en fin de compte des sujets de manière continue, pour lesquels on a proposé donc des stimulations musicales. Et par rapport à d'autres types de stimulations, est-ce que la musique permet au cerveau de mieux résister éventuellement à l'arrivée d'une maladie neurodégénérative? Mais je pense qu'il y a deux messages qui sont très importants ici. C'est effectivement le message de prévention qu'on peut espérer, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de médicaments effectifs pour cette maladie. Mais il y a aussi un autre message qui me paraît essentiel, c'est de changer notre regard sur ces patients, parce que ces patients, on a souvent dit que c'était des légumes, qu'ils n'avaient plus de mémoire et qu'on ne pouvait rien faire avec eux, si ce n'était les occuper. Un champ ouvert. Alors que là, ça change notre regard sur la prise en charge aussi, et pas seulement sur la prévention, mais sur la prise en charge, sur la manière dont on s'occupe de ces patients. On pourrait parler de réhumanisation de la relation patient-soignant. Non seulement ça, mais en fait de comprendre qu'on peut vraiment faire des projets avec ces patients, des projets où on met en place des choses pour aller d'une étape 1 à une étape X. Encore une question. Il faut que ce soit de la musique classique, il faut que ce soit l'effet Mozart, ou c'est toute musique confondue? Non, une musique qui leur fait plaisir. D'accord, il faut se faire plaisir. Voilà, c'est ça le plus important. On a aussi beaucoup vu en imagerie, en écoutant de la musique régulièrement, on voit à l'imagerie une hypertrophie de certaines zones. On assiste aussi à une multiplication des connexions, une plasticité neuronale plus importante. Donc ça a une réalité vraie quand même, organique. Et c'est pour ça que donc les travaux de Mathilde, que l'on mène avec Mathilde, trouvent leur source effectivement dans ces observations. Le fait que Mathilde a pu trouver que chez des sujets musiciens, une des régions qui bouge beaucoup avec le nombre d'années de pratique, ce sont les hippocampes. Les hippocampes de notre cerveau. C'est pas l'écoute. Oui, mais justement, après, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si oui ou non, l'écoute et la pratique de la musique, alors il va falloir savoir entre les deux ce qui est le plus intéressant, en quoi, effectivement, ça va booster les circuits de la mémoire, aider nos circuits de la mémoire à mieux résister au vieillissement normal ou pathologique. Il y a eu des travaux aussi dans la maladie de Parkinson, ça avance, le fait d'écouter. Là, on met en jeu aussi la motricité, le rythme, surtout etc. Surtout l'aspect rythmique. Voilà. Oui. Et aussi en post-AVC. Oui, tout à fait. Et donc là aussi, on a des résultats? Oui, si tu veux. Alors, nous, c'est pas du tout les travaux qu'on fait, mais effectivement, on observe, par exemple, chez les patients parkinsoniens, une amélioration du rythme de marche. Lorsqu'on leur fait écouter une musique en même temps qu'ils marchent, ils vont se caler sur ce rythme et vont marcher comme ça de façon plus à l'aise, plus rapide. Et pour les AVC, en post-AVC, ils récupèrent plus facilement le langage? C'est ça, par exemple, avec des études qui montrent la connexion entre des régions impliquées dans le langage qui va se recréer, en quelque sorte, s'augmenter, ce qui va permettre une récupération C'est ça qui est merveilleux, c'est de pouvoir étudier, grâce à la musique, la neuroplasticité du cerveau qui est assez extraordinaire. Oui, puis on peut se dire quand même que plus on commence tôt, mieux c'est. Mais vrai. Il n'est jamais trop tard, ça aussi c'est le message. Donc écoutez de la musique. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille Le cerveau musicien aux éditions de Book. C'est réservé aux spécialistes ou tout le monde peut le lire? Non, enfin, il y a des passages qui peuvent être un peu ardus pour des non-spécialistes, mais pour les gens intéressés par la musique. Très intéressant, Le cerveau musicien. Et Neuropsychologie et art, pareil, édition de Book, coécrit par vous, Monsieur Platel. Donc des livres que vous pouvez retrouver. Je vous conseille vraiment de les lire. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info, c'est sur LCI.